Latte. Christophe Ondelatte. Peut-être avez-vous vu le film de Martin Scorsese, Le Loup de Wall Street, avec Leonardo DiCaprio. Eh bien, voici l'histoire vraie qui a inspiré ce film. L'histoire de Jordan Belfort, l'un des plus grands escrocs de la bourse américaine. Un personnage fascinant par son bagou, qui avait fait de l'avidité le moteur de sa vie. J'ai écrit cette histoire en m'appuyant d'abord sur son autobiographie, quoiqu'elle soit un peu, beaucoup même, édulcorée. Et sur un documentaire produit par Nicolas Vallode et réalisé par Adeline Desson, Jordan Belfort, Le Loup de Wall Street. J'ai écrit cette histoire avec Bettina Servant, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Une belle histoire aux États-Unis. Ça doit forcément illustrer le rêve américain. L'idée qu'on peut partir de rien et devenir maître du monde. Et avec Jordan Belfort, on est parfaitement servi. Car de fait, quand Jordan vient au monde, en 1963, dans le Bronx, le quartier le plus pauvre de New York, rien ne le prédestine à être riche. Le Bronx, dans ces années-là, c'est la misère à tous les coins de rue. Le quartier est miné par les gangs et par la dope. Sale endroit pour grandir. Ses parents, Léa et Max Belfort, ne gagnent pas beaucoup d'argent, mais ils sont comptables tous les deux, petits comptables. Ce qui fait que le soir, à table au dîner, ça prend le crédit, débit, marge, bénéfice. Et ça a compté, c'est sûr, dans l'intérêt que Jordan a développé pour l'argent. À la fin des années 60, inquiets de voir leurs enfants grandir dans le chaudron du Bronx, les Belfort déménagent. Ils traversent la baie et prennent un petit appartement dans le Queens, à Bayside, une petite ville au bord de la mer, beaucoup plus calme. À cette époque-là, Jordan est un drôle de gamin. Il ne dort jamais, ou si peu. Vous pouvez débarquer dans sa chambre à n'importe quelle heure de la nuit. Il est là, assis dans son lit, les yeux grands ouverts. Aujourd'hui, on parlerait sans doute d'un hyperactif. L'été de ces 16 ans, le businessman montre le bout de son nez. Cet été-là, à New York, il fait très chaud. Et Jordan a une idée. Il achète 2 glacières. Il les remplit de boîtes de glace, genre bâtonnet Mico. Et il va les vendre sur la plage. Chocolat glacé, chocolat glacé, chocolat glacé, chocolat glacé, chocolat. Il fait un carton. Et donc il embauche des copains et ils se mettent à bosser pour lui. En 2 mois, il empoche $20 000. Depuis qu'il est tout petit, sa maman a un projet pour lui. Elle veut qu'il devienne dentiste. Et donc à la rentrée suivante, Jordan intègre le collège de chirurgie dentaire de Baltimore, où le premier jour, le doyen fait son discours. Vous devez savoir, mesdemoiselles et messieurs les étudiants, que l'âge d'or de la chirurgie dentaire est terminé. Si vous êtes ici pour faire de l'argent, alors vous n'êtes pas au bon endroit, je vous le dis. Ah bon? Ça a eu payé, mais ça ne paye plus. Alors ça ne l'intéresse plus. Et donc il quitte la fac. Il n'y reviendra jamais. À partir de là, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, la seule chose qu'il sache faire, vendre. Il se fait embaucher comme commercial par une boîte de surgelés. En 1 mois, vous entendez, en 1 mois, il devient le meilleur vendeur de la boîte. Et là, il va voir un copain. Il y a du fric à se faire dans la viande surgelée. J'en suis sûr, c'est garanti. Et donc, tu sais ce qu'on va faire? On va créer notre propre boîte, tous les deux. Banco. Et très vite, ils ont 26 camions de livraison. Jordan a 21 ans. Et la première chose qu'il s'achète, c'est une Porsche rouge. Pour qu'on le voie, pour qu'on voit sa réussite. Bon, à côté de ça, Jordan n'est pas féru de gestion. Il oublie de payer les factures et confond résultats et bénéfices. Il finit par déposer le bilan et les huissiers viennent saisir sa Porsche rouge. Retour à la case départ. C'est un film qui va lui donner l'idée de la suite. Wall Street,
d'Oliver Stone, qui raconte la vie de Gordon Gekko, un trader sans état d'âme, prêt à n'importe quoi pour amasser des dollars. Quelqu'un m'a rappelé que j'avais dit un jour « L'avidité, c'est bien ». Apparemment, c'est devenu légal. Et j'ai peut-être passé trop de temps en prison. Une montre et un téléphone portable. Mais parfois, c'est le seul endroit où on peut rester sain d'esprit. En regardant dehors à travers les barreaux, on se demande « Est-ce qu'ils sont tous devenus cinglés ?» Pour Jordan, ce film est une révélation. Il est comme un séminariste qui découvre la Bible. C'est ça qu'il va faire. Acheter et vendre des actions. Et entre deux, s'en mettre plein les fouilles. Et donc un matin de 1987, Jordan enfile un costume gris. Il a rendez-vous chez L.F. Rothschild, une banque de Manhattan, sur la 5e avenue. Entrez! Il n'a aucun diplôme, mais son bagou va faire le reste. Dites-moi, monsieur Belfort, donnez-moi une bonne raison de vous embaucher. Donnez-moi envie d'acheter des actions, je vous écoute. Eh bien, tenez, j'ai là un lot d'actions d'une société qui s'appelle Crawford. J'ai des informations assez encourageantes sur les investissements de cette société. Je peux vous garantir que ça va performer. Et vous allez gagner beaucoup d'argent. Les gains sont garantis. Je vous fais remarquer, monsieur Belfort, je vous fais remarquer que vous venez de faire quelque chose de parfaitement illégal. On ne garantit jamais un gain, jamais, c'est interdit. Néanmoins, je vous embauche. Le lendemain, Jordan Belfort pénètre pour la première fois dans une salle de marché. Je n'oublierai jamais cette clameur, semblable au grondement d'une foule en furie qui allait changer ma vie pour toujours. C'était le cri de jeunes hommes dévorants de cupidité et d'ambition. Au début, pendant 6 mois, il doit apprendre. Il appelle les clients au téléphone et il les passe aux traders, les vrais, qui eux concluent. Les traders qui entre nous lui parlent mal, qui le méprisent. Peu importe, il serre les dents et finit par décrocher un diplôme de trader. Là-dessus, pas de peau, arrive le krach boursier d'octobre 1987. En 2 heures, les actions dégringolent, Wall Street est sur la paille. L.F. Rothschild fait faillite. Jordan se retrouve sans travail, mais pas longtemps. Dans le journal, il tombe sur une petite annonce. Une société qui s'appelle Investor Center recherche un courtier. Alors il postule, et il est pris. Et là, il faut que je vous explique ce qu'est Investor Center. C'est une société financière qui opère non pas à la bourse, pas à Wall Street, mais sur ce qu'on appelle le marché hors cote. Elle commercialise ce qu'on appelle des penny stocks, des actions de quelques centimes ou de quelques dizaines de centimes qui portent sur de toutes petites entreprises, dont on promet aux investisseurs qu'elles vont devenir très grosses. Le premier mois, Jordan Belfort se met 38 000 $ dans la poche. Et le suivant, 78 000 $. La première année, il empoche 500 000 $. Et comme il l'avait fait quand il vendait des surgelés, il va voir un de ses collègues. « Danny, il y a moyen de gagner beaucoup d'argent. Alors arrêtons d'engraisser Investor Centers. On va créer notre propre boîte. Tu verras, on sera les rois du monde. » Jordan Belfort et son ami Danny Porush créent alors une société qu'ils baptisent Stratton Oakmont. Ça pète comme nom, ça, non? Ça fait sérieux, alors qu'ils ne sont pas du tout sérieux. Comme Investor Center, Stratton Oakmont veut vendre des actions de petites entreprises. Mais là,
Jordan Belfort veut passer à la vitesse supérieure. Il ne se contentera pas de vendre à de petits investisseurs. Il veut vendre à des gros, à des riches, en leur promettant toujours plus. Leur vendre des boîtes dont personne n'a jamais entendu parler. Mais à l'époque, au début des années 90, il n'y a pas Internet. Alors allez vérifier que la société du Schmoll, qui fabrique, je sais pas moi, des bonbonnes d'eau minérale, et dont le trader au bout du fil vous dit « Faites-moi confiance, c'est une très bonne opportunité, vraiment. Hein. » Allez vérifier que cette boîte est vraiment en plein boom. C'est impossible. Vous êtes obligé de croire le trader. Et si le trader a du bagou, vous vous faites embobiner. Et les traders de Jordan et de son copain Danny ont du bagou. Ils se gardent bien d'embaucher des traders professionnels. Ils embauchent des copains, des zéros de la finance. Et c'est Jordan qui leur apprend le métier. Bien. Voici un document qui s'appelle Straight Line Persuasion System. Dedans, vous trouverez listées toutes les questions que peuvent vous poser les clients. Et donc, toutes les réponses que vous devez leur faire. Par exemple, le client vous demande « Êtes-vous certain de la santé de cette entreprise ?» Eh bien, vous répondez « Nous sommes proches de la boîte, nous avons des informations que personne ne connaît, c'est une super opportunité. » Et vous ajoutez « J'ai seulement 500 actions à vendre et ça va partir très vite. » Ok ? Et si le gars vous dit « Il faut que j'en parle à ma femme », vous lui répondez « Pourquoi est-ce que vous devez en parler à votre femme ? Vous n'êtes pas celui qui prend la décision ? De quoi avez-vous peur ? C'est le genre d'opportunité que votre femme aimerait vous voir saisir. Ok ? Et ça cartonne. Un an plus tard, Stratton Oakmont déménage pour des bureaux beaucoup plus grands. Et maintenant, Jordan et son ami emploient plus de 1000 traders. Des gamins d'à peine 20 ans, sortis du lycée. Belfort les appelle les Strattoniens. Aucun d'entre eux n'a fait d'école de finance, bien sûr. Pas besoin. Il n'y a qu'à appliquer la méthode du chef. Tous les matins, Jordan grimpe sur une petite estrade au milieu de la salle des marchés. Et il harangue ses troupes. Et eux, ils boivent ses mots. C'est un gourou. Évidemment, on est à la fin des années 80 et au tout début des années 90, tout ce petit monde ne carbure pas aux fraises Tagada et au Coca Zéro. Je préfère vous le dire. Chez Stratton Oakmont, tout le monde a le nez dans la poudre. Les types se font des rails de coke devant leur ordinateur, ou alors ils gobent des cachetons de mandrax. C'est la drogue à la mode. Les dealers viennent livrer directement dans les bureaux. Les gars sont perchés du matin au soir. Et Jordan, le premier, il écrira dans ses mémoires. Quand je suis arrivé à Wall Street, je connaissais rien aux drogues. J'en prenais jamais. Mais au bout de quelque temps, ça me paraissait complètement normal. C'est comme devant une baignoire d'eau chaude. Au début, on trempe un doigt dedans et on le retire tout de suite parce que c'est trop chaud. Et 5 minutes plus tard, on est complètement dedans et on sent plus rien. Chez Stratton Oakmont, on se drogue et on baise dans tous les coins. Le mardi, Belfort fait même venir des prostituées. Il met en concurrence les traders. Celui qui vend le plus d'actions gagne la fille. À un moment donné, ça part tellement en sucette que Jordan Belfort doit rédiger une circulaire qui interdit aux employés de faire l'amour dans les bureaux entre 8h du matin et 19h. De toute façon, pour baiser, il reste les fêtes. Belfort saisit la moindre occasion pour organiser des fêtes titanesques, des orgies pour ses employés. On va être une légende de Wall Street, les mecs. On va tout faire pour ça, croyez-moi. Passez une bonne soirée. Lui, Jordan, se déplace désormais en hélicoptère. Et il vient de s'acheter un yacht de 50 mètres qu'il a baptisé du nom de sa femme, Nadine, qui bien sûr est un top modèle, une Britannique. Il est riche. Il veut que ça se sache. Mais comment fait-il pour gagner autant d'argent ? Vous vous en doutez, il y a une embrouille. Et il y en a une. Jordan Belfort pratique une technique qui s'appelle pump and dump. Pump comme gonfler. Et dump
comme dégonfler. C'est un petit jeu qui est absolument interdit par le gendarme de la bourse américaine. Je vous explique. En premier lieu, il s'agit de gonfler artificiellement la valeur d'une société. Juste avant, à travers des sociétés écrans tenues par des amis, Belfort achète des actions de cette entreprise. Par exemple, un créateur de chaussures. Admettons 5 $ l'action. Il en achète jusqu'à posséder directement un tiers ou la moitié de l'entreprise. Notez au passage que le fait que toutes ces actions soient en vente n'est pas un signe que la boîte est en très bonne forme. Là-dessus, ces traders entrent en action. Ils appellent leurs clients. « Ah oui, je vous conseille d'en acheter. C'est une entreprise très prometteuse. Ils vont faire un gros coup dans les mois qui viennent. C'est un tuyau que je vous donne. Oui, allez-y, c'est sans risque. Oui, 5 $ l'action. Voilà. » Belfort appelle ça « mettre du rouge à lèvres sur le cochon ». Les clients achètent des actions par centaines de milliers et l'effet est immédiat. Beaucoup d'acheteurs, peu d'actions. Le cours de l'action flambe. L'action que Belfort a achetée 5 $ en vaut 10, puis 15, puis 20 $. Et là, une fois que le titre est artificiellement gonflé comme ça, d'un coup, en 1 heure, il donne l'ordre à ses traders de vendre toutes ses actions à lui. Et lui empoche 2 fois, 3 fois, 4 fois la mise de départ. En revanche, ses clients, ils perdent tout. Inversion de la vapeur. Beaucoup d'offres, peu d'acheteurs. La valeur de l'action s'effondre. Pump and dump. Gonflé, dégonflé. Les braves couillons qui avaient placé toutes leurs économies dans le rêve de gains mirifiques sont ruinés. Et lui, il est plein aux as. Et quand c'est fini, il recommence. Et assez logiquement à ce petit jeu, il finit par se faire pincer. Parce que le type qui avait misé 100 000 $ ou 200 000 $, toutes ses économies, il l'a un peu mauvaise, voyez-vous. À partir de 1992, Jordan Belfort a le gendarme de la bourse sur le dos. 2 agents de la SEC, la Commission de sécurité des échanges de la bourse, s'installent chez lui, chez Stratton Oakmont, dans un bureau. Et ils réclament toutes les pièces relatives à l'activité de la compagnie. Et pendant 2 ans, ils épluchent les comptes. L'autre, qui n'est jamais avare de provocation, va jusqu'à leur couper le chauffage dans le bureau. Il espère les décourager. Évidemment, ils ont trouvé quelque chose. Évidemment, ça n'a pas été facile. Mais ils ont trouvé des preuves concrètes de ces malversations. Alors ils le convoquent et ils lui présentent l'addition. Une amende de 2 millions de $ et surtout le retrait de sa licence de trader. Jordan Belfort sent que le vent est en train de tourner. Il décide alors d'aller planquer sa fortune hors des États-Unis, en Suisse. C'est un épisode rocambolesque de cette histoire, parce que il ne fait pas un virement de sa fortune sur un compte suisse. Il le fait transporter en liquide dans des valises à double fond par des passeurs. Il a même une idée géniale. Il leur scotche les liasses directement sur le corps, sur le torse et sur les cuisses. Ce qu'il ne sait pas, à ce moment-là, c'est qu'en plus du gendarme de la bourse, il a le FBI sur le dos. Et que les banques suisses, à la fin des années 90, ne sont plus les grandes muettes qu'elles étaient. La Suisse balance la liste de ses comptes au FBI. C'est fini, Jordan. C'est fini. Et d'ailleurs, il l'a compris, quand il est arrêté, il plaide coupable, dès le premier interrogatoire, pour l'ensemble de son œuvre. C'est-à-dire les fraudes commises par Stratton Oakmont et l'évasion fiscale en Suisse. En principe, il va prendre cher. Des années et des années de prison. On parle d'au moins 20 ans. Sauf s'il collabore. Monsieur Belfort, il nous faut la liste de tous vos complices. Tous, sans exception. Tous ceux qui savaient et qui vous ont laissé faire. Il les balance tous.
Et il est condamné à 4 ans de prison seulement. Et rassurez-vous, il n'en fera qu'un peu plus de 2. Bien sûr, tous ses biens sont saisis. Ses propriétés, son yacht, son hélicoptère, jusqu'au dernier dollar sur ses comptes en banque. Et en plus, maintenant, il est censé rembourser, jusqu'à la fin de ses jours, tous ces gens qu'il a grugés, pour un montant total de 110 millions de dollars. Sauf que le juge a une brillante idée. Monsieur Belfort, je suppose que si je décide de saisir tous vos revenus jusqu'à la fin de votre vie pour rembourser les victimes, vous ne retravaillerez pas, n'est-ce pas? Alors voilà ce que je décide, car je sais que vous aimez l'argent. La justice saisira 50% de vos revenus jusqu'à ce que vous ayez remboursé 110 millions de dollars. Le juge a eu bien raison, car il va rebondir, évidemment. Pour commencer, dès sa sortie de prison, Jordan Belfort écrit ses mémoires. Une version évidemment édulcorée, mythifiée de sa grande arnaque. Le livre s'appelle Le Loup de Wall Street. Il sort en 2007. C'est un carton dans le monde entier. Et ensuite, ce livre est adapté au cinéma par Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio dans son rôle. Et au passage, il empoche 1 million de dollars de droits d'adaptation. Et puis, depuis, il donne des conférences pour vendre sa méthode. Et il se fait payer 30 000 dollars de l'heure. Les gens sont assez couillons pour le payer, pour qu'il leur raconte comment il les a grugés. Magie de l'Amérique. Elle est pas belle mon histoire, l'histoire donc de Jordan Belfort que nous allons décrypter maintenant avec un économiste, un vrai, Philippe de Sertine, qui a ses diplômes, lui. Vous êtes Philippe de Sertine, professeur de finance à Paris 1 et directeur de l'Institut de haute finance. Avant d'entrer dans l'histoire en la reprenant à son début, la fin tout de même, c'est incroyable que ce type continue à se faire payer 30 000 dollars de l'heure pour raconter comment il a grugé des gens qui sont assis en face de lui et qui payent pour le voir. C'est d'un cynisme incroyable. C'est encore pire que ça, vous savez, Christophe, parce que l'histoire a continué. Parce que il a été en plus mouillé dans une escroquerie énorme sur justement la façon de faire des apprentissages en face à face par Internet qu'il a lancé en Australie. Et là, ce sont des millions de dollars a priori qui ont été détournés. Sa culpabilité a jamais été prouvée. Non, l'histoire continue. Hein. Il est toujours en train d'inventer une escroquerie supplémentaire. Apprentissage de quoi? De sa fameuse méthode. Oui, apprentissage de sa méthode, enfin, et surtout dans cette idée de convaincre face à face en utilisant Internet, en utilisant la vidéo, exactement ce que on peut vivre aujourd'hui en disant pour le travail, vous avez besoin de convaincre les gens en face d'un ordinateur, je vais vous apprendre comment faire. Les États australiens ont mis de l'argent là-dedans, des millions de dollars, pour justement développer cette méthode en disant c'est fantastique d'avoir un apprentissage par ce biais-là. Autant dire qu'avec, on va dire, un énergumène pareil, c'est très très dangereux de mettre des millions de dollars dans un projet. Eh bien, ils l'ont appris à leurs dépens. Alors vous êtes, si j'ai bien remarqué, vous êtes de la même génération, Jordan Belfort et vous, et j'ai regardé votre CV, vous étiez aux États-Unis au moment où il sévissait. Oui. Vous l'avez pas connu. Non, je l'ai pas connu, mais effectivement, non seulement j'étais aux États-Unis, moi j'étais pas du côté, on va dire, des traders, j'étais du côté justement de ceux qui regardaient ce qui se passait, mais j'étais chez le gendarme de la bourse dans ces années-là, donc ce qui s'appelle aux États-Unis la SEC, à New York, et tous les lieux que vous racontez, tout ce qui se passe évidemment, tout ça parle beaucoup parce que c'est une période absolument incroyable de l'histoire économique. Vous savez, quand on est en train de parler de chefs-d'œuvre littéraires, je ne classe pas tellement ces mémoires dans ce cadre-là, mais on pourrait parler d'American
American Psycho de Bret Easton Ellis, qui sort en 1991, qui est exactement à cette période, où là vous avez effectivement un trader qui devient complètement fou. Ça donnera un film aussi, c'est probablement un des livres les plus incroyables, les plus dérangeants, les plus violents, mais les plus extraordinaires écrits sur cette période. Et vous voyez, et peut-être si on continue le pont, Leonardo DiCaprio en 2013 fait le Loup de Wall Street, et il joue en 2013 un autre film qui se rapporte à New York, à la folie de la finance, mais c'est pas la même époque, ça s'appelle Le Gatsby Magnifique. Il est écrit en 1925, ça aussi c'est un chef-d'œuvre absolu, par Scott Fitzgerald, et il parle pareil de ce moment incroyable qui ressemble tellement à ce moment de l'époque, mais ressemble aussi beaucoup au moment de notre époque. Un moment où vous avez de la monnaie incroyable dans le système, où la finance est l'endroit où la monnaie arrive, et où vous avez des gens, quelques personnes comme ça, qui sont des gens qui vont faire des fortunes absolument inouïes. Je vous dirais que à ce moment-là, dans ces années 90, j'avais eu l'occasion d'écouter une conférence donnée par quelqu'un qui était illustrissime, qui s'appelait Monsieur Madoff, qui était considéré comme étant probablement l'homme le plus important de Wall Street, puisque c'était lui qui avait contribué à créer le Nasdaq, l'énorme marché financier sur lequel Microsoft, par exemple, a été coté. Juste une question comme ça, une curiosité. Quand on a votre formation, pourquoi est-ce qu'à cette époque-là, on choisit de devenir universitaire plutôt que trader ? Vous voyez, peut-être parce que vraiment c'est question de caractère. Regardez, observez. J'aime toujours énormément l'histoire économique. Et il me semblait bien que nous étions en train de vivre à l'époque une période absolument prodigieuse. Il fallait la regarder, il fallait l'analyser un peu partout. Et l'analyser, ça voulait dire effectivement que c'était pas possible d'être en même temps acteur et observateur. Enfin, pour vraiment vous raconter ma vie, à ce moment-là, on m'avait proposé une place dans une grande banque. J'avais dit non, je préfère. Et puis là, on va dire du point de vue familial, tout le monde était d'accord avec moi en disant non, c'est mieux, continue ta thèse, continue tes études. C'est clair, c'était pas pour gagner de l'argent. Donc là, effectivement, du point de vue financier, le calcul était mauvais. Mais en finance aussi, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Alors, il y a un point qui a dû surprendre pas mal de nos auditeurs. Moi, je croyais honnêtement que pour devenir trader, il fallait faire des années et des années d'études, et notamment une école de finance. Et lui devient trader en 15 jours, sans n'avoir fait aucune étude. Mieux que ça, dans la foulée, assez vite, il crée sa propre société de bourse. Vous pouvez éclaircir ce point-là ? Alors, c'était aussi une caractéristique de l'époque. De ce début des années 90. C'est encore vrai aujourd'hui. On peut encore avoir des gens qui vont faire des carrières fulgurantes dans le trading, c'est-à-dire dans les opérations financières sur les marchés, ce qu'on appelle vraiment, vous voyez, en termes techniques, on dit le front office, c'est-à-dire les gens qui achètent et vendent. Donc c'est possible encore d'avoir ça, c'est beaucoup plus rare aujourd'hui. La plupart des gens qui font qui font du trading, sont des gens à la base qui sont des mathématiciens. Mais à ce moment-là, dans les années 90, c'était pas le cas. Et même, on va dire que ce que je vous disais tout à l'heure, l'environnement, on voulait avoir beaucoup de monnaie. Le président des États-Unis, qui allait devenir en 92 Bill Clinton, voulait injecter de la monnaie. Et donc, surtout, il fallait pas avoir trop de diplômes pour pouvoir utiliser cette monnaie. Vous voyez, vous aviez les traders, vous aviez aussi des courtiers qui sont devenus célèbres aussi plus tard. C'était les courtiers en subprime. C'était ceux qui vendaient des emprunts extraordinaires à n'importe qui souhaitant acheter sa maison. Eh bien, pour ça, vous aviez besoin d'absolument aucun diplôme. Vous posiez votre plaque et immédiatement, vous commenciez à aller chercher des affaires, c'est-à-dire aller chercher des clients. Le but, c'était rabattre vers la finance des vrais gens, des gens qui allaient permettre, en quelque sorte, de justifier les opérations qu'on faisait. C'était vrai pour les subprimes, c'est vrai pour l'histoire du loup de Wall Street, qui va chercher des gens, des épargnants qui disent « j'ai de l'épargne, je sais pas quoi en faire. Où est-ce que je pourrais la placer? Il me semble que ce que m'on propose rapporte rien. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer ?» Et là, effectivement, l'idée géniale, c'est de dire « je vais vous proposer des petites entreprises. Pas ces gros trucs, vous savez, parce que là, vous gagnerez jamais. C'est que des énormes investisseurs, c'est des fonds d'investissement. Vous avez aucune chance. Mais dans l'entreprise à taille humaine, là, vous pouvez faire quelque chose. » Je vous parle des années 90, mais je vous assure qu'aujourd'hui, c'est peut-être aussi ce que recherchent le plus les épargnants, j'allais dire, c'est aussi ce qui parfois guette le plus les épargnants en disant, bah oui, proposez-moi l'affaire que personne ne connaît. Et là, effectivement, lorsque vous avez quelqu'un qui a du bagou, ce qui est l'extraordinaire qualité de notre ami Belfort, il avait du bagou, il donnait confiance. Et là, les épargnants, petits ou comme vous l'avez dit, moyens voire gros, se disaient, il y a une bonne affaire à faire.
quand vous avez évoqué tout à l'heure Wall Street d'Oliver Stone, vous disiez l'avidité est une qualité. C'était pas simplement la qualité des professionnels de la finance, c'est aussi la qualité de tous leurs clients qui étaient en train de dire on va pouvoir faire beaucoup d'argent avec des placements extraordinaires. Est-ce que le bagou, selon la pratique que vous en avez, est un atout essentiel pour un trader, même aujourd'hui encore ? Aujourd'hui, beaucoup moins. Aujourd'hui, beaucoup moins. Nous sommes rentrés dans une approche qui est beaucoup plus statistique. Une approche dans laquelle les mathématiques sont aujourd'hui, les mathématiciens sont devenus les rois de Wall Street. Et donc, effectivement, ça a changé parce que vous êtes beaucoup moins dans l'approche qu'on pouvait avoir dans ces années 90 où il fallait convaincre. Néanmoins, encore aujourd'hui, vous avez cette question autour de l'épargne des particuliers où l'un des axes fondamentaux, alors on va dire nous bagou, mais l'un des axes fondamentaux, c'est donner confiance. Alors celui qui a un vrai bagou, c'est celui justement qui, en parlant, va donner confiance. La notion de confiance, c'est cette notion la plus compliquée que vous puissiez avoir en finance. C'est-à-dire que si on a confiance, eh bien en réalité, on est prêt à y aller, on est prêt à suivre, on est prêt à prendre des risques. Si je pouvais me permettre, le bagou, enfin non, peut-être, je peux pas me permettre, mais si, mais le bagou, c'est aujourd'hui ce que doit avoir un banquier central. Quand il parle, il faut qu'on ait confiance. Si tout le monde a confiance, et là, vous voyez, on est bien presque avec les loups de Wall Street moderne, c'est pas simplement les particuliers qui vont décider d'y aller, c'est aujourd'hui tous les fonds, tous les investisseurs. Aujourd'hui, on voit qu'il suffit qu'un bon banquier central parle bien, et là, immédiatement, les marchés remontent. Je ne vous parle pas d'il y a 10 ans, je vous parle pas d'il y a 5 ans, je vous parle d'il y a quelques jours. La cocaïne, est-ce que vous avez été témoin de cet usage effréné de cocaïne chez les traders dans les années 90 ? Témoin, c'est compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que le métier de trading, alors aujourd'hui encore, là pour le coup, c'est un métier qui est un métier très très lourd physiquement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans les salles de marché, on considère qu'à 40 ans, vous êtes très très vieux. C'est très rare d'avoir des gens qui restent au-delà de 40 ans dans les salles de marché, dans les front office, parce que c'est un métier physiquement épuisant. Les marchés mondiaux sont ouverts 24 heures sur 24. Vous pouvez avoir 24 heures sur 24 des informations. Et lorsque le marché est tendu, lorsqu'il y a des sautes de marché, là nous en connaissons beaucoup en ce moment, tous les opérateurs doivent être sur le pont constamment. On sait par exemple le grand crack de 2007-2008 commence en août, parce qu'en août, justement, l'essentiel des traders est en vacances. Et là, vous en avez quelques-uns qui doivent répondre à tous les ordres. C'est pour ça d'ailleurs qu'après 2007-2008, on va mettre en place un certain nombre de sécurités pendant les vacances, parce qu'on disait, là, il n'y avait plus assez de cerveau humain pour surveiller ce qui se passe 24 heures sur 24. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut tenir, et tenir parfois, eh bien, c'est plus simple avec des substances, on va dire, non totalement autorisées, que ce soit la drogue, la cocaïne, ou que ce soit aussi les amphétamines qui ont été très très présentes dans cette période. Quand je vous évoquais tout à l'heure Bret Easton Ellis, il raconte ça à Wall Street, où effectivement, à New York, c'était, on va dire, un grand marché des substances illicites autour du monde de la finance, la plupart du temps, effectivement, pour permettre à des professionnels de tenir le coup. Il est clair qu'ils tenaient le coup aussi en dehors de leurs heures professionnelles et que leurs habitudes continuaient pendant le week-end. Là encore, d'ailleurs, quand vous regardez le même film, enfin, ou plutôt le même acteur, c'est-à-dire Leonardo DiCaprio dans les Roaring Twenties, les années 20 rugissantes de la première folie de la finance, vous avez exactement la même chose. La drogue, l'alcool, on va dire cette logique un peu artificielle, de paradis artificiel de l'économie que représente la finance lorsqu'il y a énormément de monnaie, lorsque les marchés montent, alors que objectivement ils ne devraient pas le faire. Je répète, tout ça peut nous sembler loin, tout ça peut nous sembler très très proche. Je pense par exemple à l'évolution des marchés à l'heure où nous parlons. On est donc, dans le cadre de cette affaire, dans ce qu'on appelle le marché hors cote. En 2 mots, comment est-ce que vous pouvez nous situer ce qu'est le marché hors cote ? On n'est pas dans la bourse avec un grand B. Le principe, c'est que justement, c'est le marché sans gendarme. En fait, le gendarme de Wall Street, ce qu'on appelle la SEC, a été créé dans les années 30. Dans les années 30, à la suite de la crise de 29, en disant il faut un gendarme qui contrôle l'information. Vous voyez, justement, qui permette à celui qui va investir d'avoir la certitude que ce qu'on lui raconte a été au minimum contrôlé. Dans les années 30, on avait bien dit, les crises financières, la crise de 29, elle est venue du fait que vous avez des gogos qui se font avoir par des beaux parleurs qui leur racontent tout et n'importe quoi, alors qu'en réalité, s'ils avaient eu l'information, ils n'auraient jamais perdu l'argent et donc jamais entraîné les cracks.
Eh bien, l'idée que va avoir le loup de Wall Street, ça va être de dire, en fait, il faut vendre des actions sur lesquelles le gendarme de la bourse n'a pas à intervenir. C'est pour ça, tout à l'heure, vous avez utilisé le terme de penny stock, c'est-à-dire, vous voyez, des actions qui valent un penny, rien du tout, quoi, 1 centime d'euro. Pourquoi des petites actions comme ça? Parce que dans ce cas-là, la SEC, la SEC, le gendarme de la bourse, n'a pas à contrôler les informations. Ça permet aux beaux parleurs de dire, voilà, c'est une très belle entreprise. Vous savez, la SEC ne contrôle pas, donc personne n'est au courant des informations que je vais vous donner. Donc là, je vais vous donner de l'information confidentielle. Vraiment, il faut miser là-dessus. C'était ça la grande idée. À chaque fois qu'on a des crises financières, d'ailleurs, le gendarme financier est souvent le premier accusé. Lorsque nous allons avoir l'effondrement, par exemple, des années 2002-2003, là, vous voyez, on est juste dans cette période, la période 90, fin des années 90 de la fortune de Jordan Belfort. C'est aussi le moment, par exemple, où on va avoir l'énorme explosion de la bulle Internet. Le moment où vous allez avoir ce qu'on considère comme le plus gros crack de l'histoire. Il se passe en 2000, vous voyez, vraiment là, avec des énormes soubresauts, parce que souvent, effectivement, c'était de l'information qui n'était pas vérifiée. Et à ce moment-là, d'ailleurs, on a dit, les gendarmes de la bourse ne font pas leur travail. Ils ne valident pas correctement l'information et du coup, les investisseurs sont trompés. Le but, à chaque fois, c'est de dire, non, mais justement, l'investisseur, celui qui fixe la règle, il empêche les gens de faire fortune. Parce que comme il donne l'information à tout le monde, évidemment, vous pouvez pas faire une super affaire. On est encore aujourd'hui souvent dans ces circonstances où on cherche à contourner la règle en disant quand il y a de la règle, il n'y a pas de fortune. Mais quand il y a de la règle, il n'y a pas de crack. C'est ça l'idée. Alors, il y a des règles tout de même, parce que le premier employeur de Jordan Belfort, chez Investor Center, lui fait remarquer que trader, ça n'est pas promettre des gains mérifiques à un acheteur, que c'est interdit. C'est vrai ? C'est pas tout à fait ça qu'il lui dit. Il lui dit pas promettre des gains, c'est interdit. Il lui dit divulguer de l'information privée, c'est interdit. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas le droit. Et par exemple, si vous êtes employé dans une entreprise, par exemple, vous êtes à Europe 1, vous n'avez pas le droit de dire à un copain, achète de l'action Europe, ou de l'action de j'ai celui des infos, qui possède. J'ai des audiences oui, exactement. Voilà. Parce que moi, je sais quelque chose. Là, auquel cas, si on sait que vous avez donné ce type de conseil, immédiatement, non seulement le copain qui a acheté, mais vous aussi, vous allez être condamné. Aux États-Unis, lorsque on s'est rendu compte que ce genre de pratique pouvait se développer, on a eu au tournant des années 2000 des lois qui sont passées, une loi qui a été incroyable, on va dire, de dureté, en disant c'est le crime le plus grave qu'on puisse commettre en matière économique. C'est équivalent à un crime de sang. C'est comme si vous avez tué quelqu'un. Ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à des peines de 25 à 30 ans de prison. L'équivalent. Mais sauf que le système de la bourse, et du trading est tout de même basé sur des infos qu'on a sur des entreprises dont on pense qu'elles peuvent devenir plus profitables. Oui, mais on n'a pas le droit d'utiliser de l'information privée. C'est ça qui va être toujours l'élément qu'on va contrôler. Regardez, si l'information que vous avez eue, c'est une information alors que l'ensemble, le grand public, ne l'avait pas. Normalement, c'est cela que l'on doit contrôler systématiquement. Et je vous dis, les Américains ont été beaucoup plus loin que les Européens de ce point de vue, en disant, on peut avoir une condamnation absolument. On a changé le droit, vous voyez, au début des années 2000, en disant aux États-Unis, avant c'était 1 an de prison. C'est le même texte, sauf que maintenant vous lisez 30 ans de prison. Et pour vous dire, les sénateurs qui avaient commencé à préparer cette loi, ils ont fait le tour des États américains en disant, à votre avis, si c'est un crime, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, vous avez des États américains qui disaient peine de mort. En disant, c'est un crime, donc peine de mort. Pourquoi ça n'a pas été voté? Parce qu'on s'est dit, s'il y a des États qui appliquent pas la peine de mort, du coup, toutes les entreprises et toutes les fraudes vont avoir lieu dans les autres. C'est pour ça qu'on a mis une valeur de 25 à 30 ans de peine de prison quand on donne, on va dire, de l'information que n'ont pas les autres, ce qu'on appelle le délit d'initié. On est très loin de ça en Europe. Alors le pump and dump, ça pour le coup c'est radicalement interdit. C'est donc cette technique qui consiste à faire monter artificiellement le cours d'une action pour s'en mettre plein les poches avant de couler la boîte derrière. Oui, vous voyez, c'est vraiment pomper, et puis pomper le cours de l'action, c'est-à-dire artificiellement le faire monter. Donc ça veut dire faire des opérations qui, lorsque le gendarme de la bourse en rend compte, sont évidemment immédiatement sanctionnées. Et là, logiquement, on va très très loin pour aller chercher ceux qui ont pu faire cette opération-là. Et après, le dumping, vous voyez, c'est-à-dire avoir une énorme baisse du prix et donc ruiner celui qui s'est laissé avoir par ce niveau très très élevé du prix. Donc ça, ce sont des opérations
opérations qui sont traquées aujourd'hui, notamment par les algorithmes. C'est vraiment les statistiques qui vont permettre de révéler, dès lors qu'il y a quelque chose d'anormal, regardez ce que cela signifie. Ce que on recherche aujourd'hui du point de vue de la sécurité des investisseurs, c'est avoir un traçage. Vous voyez, c'est-à-dire regarder les opérations du début à la fin, justement pour que l'on sache exactement qui a donné l'ordre, qui l'a exécuté et comment éventuellement ceux qui ont donné les ordres ou les ont exécutés ont été rémunérés. C'est ces aspects-là qui sont au cœur aujourd'hui de la finance. D'ailleurs, juste au passage, vous voyez, ce sont ces aspects-là qui donnent aujourd'hui à la blockchain, cette technologie qu'on commence à connaître parce que c'est celle qui a été créée à partir de ce Bitcoin un peu mirifique que l'on voit aussi aujourd'hui à Wall Street. Eh bien, ces blockchains permettent le traçage. C'est pour ça qu'on en parle de plus en plus, parce que ce que l'on veut, c'est savoir sans arrêt qui a fait quoi, qui a donné quel ordre et remonter jusqu'à l'origine, y compris lorsqu'évidemment il y aurait quelqu'un de la société qui a fait l'objet de ces opérations qui aurait été à l'intérieur de la boucle. Alors là, à ce moment-là, il y a, on va dire, saisie par les autorités boursières. Logiquement, c'est une saisie qui ne reconnaît même pas les frontières. C'est-à-dire que là, pour le coup, vous êtes en France, vous êtes en Angleterre, vous êtes au Japon, vous êtes aux États-Unis, vous pouvez être traqué par l'ensemble des gendarmes boursiers. C'est déjà arrivé, avec évidemment peut-être une exception un peu plus compliquée, même si vous avez un vrai gendarme boursier que l'on essaie d'intégrer à la communauté internationale, c'est-à-dire l'exception, c'est la Chine. Merci Philippe de Sertine, vous savez quoi, vous êtes le meilleur, je le savais avant, ça se confirme aujourd'hui. Philippe de Sertine, économiste, professeur de finance à Paris 1, directeur de l'Institut de haute finance, un bon prof en vérité.